Merci. Donc, je vais vous présenter, comme je vous l'avais dit, un cas d'endocardite sur ta vie. D'accord. Et je vais avoir besoin de votre aide, hein, donc il faut rester bien concentré. Il faut que vous m'aidiez parce que il va y avoir des questions. Je vous ai rappelé hier qu'on n'a pas beaucoup de données sur l'endocardite sur ta vie. On avait dit qu'on en parlerait aujourd'hui. Au début, les initiateurs de la technique nous annonçaient brillamment que ça n'existait pas, bien entendu. Puis après, c'est toujours pareil, hein, c'est comme les non-compactions. Puis il y en a eu 1, 2, 3, 10, 100. Il y a quand même très peu de cas, fort heureusement. Et la plus grosse série, c'est celle qui a été publiée l'an dernier dans Circulation par Ahmad Santos, qui a publié d'ailleurs la semaine dernière une série plus grosse. J'ai pas eu le temps de l'incorporer dans mes diapositives. Ça reste quand même quelque chose de très rare, fort heureusement. Mais ce que je vous ai rappelé hier, c'est ça. C'est que c'est quand même, en comparant le pronostic des endocardites sur valve native, chirurgie, pas de chirurgie, sur prothèse valvulaire, c'est beaucoup plus grave. Sur ta vie, c'est la catastrophe. Hein. Donc, quand même, ayez en tête que c'est une pathologie extrêmement grave. Fort heureusement, pour l'instant, je dirais extrêmement rare, mais extrêmement grave. C'est la pire des endocardites. Pourquoi? Tout simplement parce que les patients, une endocardite, ça se traite 50-50 par antibiotiques et chirurgie. Et dans l'endocardite sur ta vie, souvent, malheureusement, les patients ont été contre-indiqués à la chirurgie, ne pourront pas forcément être opérés. Donc on perd le bénéfice de la chirurgie. Et comme c'est souvent des staphylocoques ou des entérocoques, eh bien, ça se passe parfois pas bien. Voici le cas. Didier, je me demande si je ne te l'ai pas déjà présenté ce cas, donc il n'y a pas le droit de participer, bien entendu. C'est un patient qui a 71 ans, c'est pas un TAVI d'ailleurs, c'est une valve-in-valve, c'est-à-dire, comme vous allez le voir, ce patient a une prothèse biologique mitrale qui avait été mise en place en 2000, qui a vraiment des grosses comorbidités, qui fait que quand on l'a revu avec sa dysfonction de prothèse normale, je dirais, quelques années plus tard, eh bien, on a opté non pas pour une chirurgie conventionnelle, mais pour ce qu'on appelle un valve-in-valve, c'est-à-dire qu'il a eu une prothèse par voie percutanée à l'intérieur de sa bioprothèse mitrale qui dysfonctionnait. Donc ça, c'était en juin 2015 et ça a été fait par voie transapicale. Vous savez, le chirurgien fait ça avec le cathétériseur en général et par un abord apical du ventricule gauche. En l'occurrence, on peut aussi le faire par voie percutanée maintenant de plus en plus. Bref, il a eu cette intervention de valve-in-valve et malheureusement, 6 mois plus tard, il arrive avec de la fièvre et une suspicion d'endocardite infectieuse. Ça arrive de temps en temps. Il n'était pas très bien, il y avait des signes d'insuffisance cardiaque, il avait un souffle systolique, il était en fibrillation auriculaire. Et très rapidement, des hémocultures se sont avérées positives à staphylocoque. Voici son échographie transœsophagienne qui n'est pas catastrophique. Alors j'espère que vous voyez assez bien. Vous avez ici sa valve aortique native, son oreillette gauche, sa bioprothèse mise par voie percutanée en position mitrale. Vous voyez qu'il y a une petite, j'espère que vous la voyez, une petite végétation ici. Vous la voyez? Est-ce que c'est une végétation? Première question. Mais oui, bon, je vous l'ai dit. Et par contre, vous voyez qu'il n'y a pas de fuite pratiquement, toute petite fuite et pas de sténose. Donc, ce n'était pas inquiétant au point de vue hémodynamique, mais il y avait indiscutablement une petite image anormale. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même posé la question. Ce n'était pas très gros, mais enfin bon, on avait les hémocultures positives, donc on ne s'est pas posé de question. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on fait l'échographie toujours transœsophagienne, mais par voie un peu bizarre, transgastrique, entre la transgastrique et la transœsophagienne. On a ici le ventricule gauche, la valve aortique, et bon, là, il n'y a rien à voir de spécial, c'est la prothèse biologique en 3D, mais là, il y a une image anormale qui est ici. J'espère que vous la voyez assez bien. Hein, donc, vous avez ici le ventricule gauche, la valve mitrale, et ici, à la pointe du ventricule gauche, il y a un espace clair sur la paroi latérale du ventricule gauche, finalement. Jusque-là, tout va bien, mais quand on met la coupe, ça va moins bien. C'est qu'il y a un flux qui passe un peu au travers. On est là à la pointe du ventricule gauche, et quand on fait une image arrêtée, vous voyez que ça circule. D'accord? Bon, première question. Quel est votre diagnostic? Et vous pouvez prendre vos tablettes. Est-ce que c'est une endocardite sur une bioprothèse? Est-ce que c'est simplement un épanchement péricardique? Est-ce que c'est un anévrisme du ventricule gauche? Est-ce que c'est un faux anévrisme du ventricule gauche? Donc voilà la première question. Vous pouvez mettre, comme vous l'avez fait tout à l'heure, les réponses, s'il vous plaît, puisque je vois que vous le faites pratiquement en temps réel. Bon, le problème, c'est que vous êtes un peu trop fort, quoi. C'est que
Ah, vous devriez avoir droit à deux réponses, parce qu'en fait, effectivement, ceux qui ont répondu qu'il y avait une endocardite, ils ont certainement raison, puisqu'il y a quand même des hémocultures positives. C'est vrai que l'image échographique est un petit peu douteuse, toute petite, mais bon, dans un contexte de septicémie, on doit penser que c'est une endocardite sur la bioprothèse. Et bien sûr, il y a cette image qu'on peut considérer comme un faux anévrisme, puisqu'on a un flux qui passe à la pointe du ventricule gauche et que ça circule. Donc c'est une bonne réponse. Ce n'est pas un anévrisme du ventricule gauche, bien sûr, c'est un faux anévrisme. On reprend l'exposé, s'il vous plaît. On a fait un scanner qui a confirmé le diagnostic, mais qui a montré deux choses importantes. La première, qui a confirmé le diagnostic de faux anévrisme à la pointe du ventricule gauche, probablement à l'endroit où on avait cannulé le ventricule gauche. Mais également cette image qu'on n'avait pas vue du tout en ETO. Hein, on a eu honte sur le coup, mais ça arrive de temps en temps, notamment sur les anneaux mitraux. Il y a aussi un faux anévrisme, c'est-à-dire un abcès avec un faux anévrisme de l'anneau mitral qui avait échappé. Ça illustre un tout petit peu ce que je vous disais hier sur l'imagerie multimodalité. Et de plus en plus, même quand on a le diagnostic à l'écho, eh ce n'est pas inutile de faire un scanner chez ces patients. Est-ce que vous auriez fait une autre technique d'imagerie ? Et le PET scan, hein, on en a parlé hier. Est-ce que vous pensez honnêtement, bon, on a presque tout là, est-ce qu'on a vraiment besoin du PET scan? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Non, pas vraiment. Est-ce que ça peut nous apporter un petit quelque chose? Ça peut nous apporter, on l'a fait, le PET scan, ça nous a apporté quand même une chose. D'abord, ça a montré, ça a confirmé le diagnostic, mais on n'avait probablement pas besoin. Ça fixe sur la prothèse. Mais ça nous a apporté quand même un truc très intéressant, c'est que ça fixe aussi au niveau de l'anévrisme. Et ça, c'est pas normal du tout. Ce qui veut dire qu'il y avait effectivement une infection au niveau aussi de la pointe du ventricule gauche. Donc c'était une double endocardite quelque part, une endocardite sur la prothèse et une atteinte de l'endocarde au niveau de la pointe du ventricule gauche. Bon, c'est une indication un peu particulière, mais voilà, ça montre un peu l'état d'esprit de ce que je vous disais hier. Donc les deux bons diagnostics, c'était endocardite sur prothèse et un faux anévrisme, mais un faux anévrisme infection. On continue, qu'est-ce qu'on fait de ce patient? Je vous rappelle qu'il avait été contre-indiqué à la chirurgie, Parkinson grave, quelques mois auparavant, et donc on est très embêté. En théorie, il faudrait l'opérer, hein. On va revoir les recommandations, mais bon, quoi qu'il en soit, on commence les antibiotiques. Et on se dit on va faire un suivi très rapproché, on va faire une échographie de contrôle et on va avoir un scanner de contrôle. Et là, les nouvelles sont bonnes. Curieusement, malgré ce tableau d'endocardite à staph sur une prothèse, eh bien regardez, au niveau de la prothèse valvulaire, la végétation disparaît complètement, sans fuite et sans sténose. On est content. On regarde l'anévrisme, mais là, on est moins content parce que le faux anévrisme a... Voici le premier examen, voici le deuxième, ça a augmenté de taille. Donc là, on est bien embêté. Qu'est-ce qu'on va faire? Le patient... Il est moyen, il est dans son lit, il ne va pas si mal que ça, mais son anévrisme a gonflé. Et on fait un scanner qui montre indiscutablement quelque chose d'assez impressionnant. Regardez l'anévrisme au début, et après le faux anévrisme, il passe à travers les côtes, là, il est presque sous la peau. Là. Vous croyez qu'on peut le voir sous la peau, ça? Regardez. Ça bat sous la peau. Bon, là, notre sang, on n'a fait qu'un tour. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on s'est dit, on va poser la question à l'audience. Qu'est-ce qu'on fait? Le patient, il est moribond, mais il est pas mal. Il était bien, ce petit monsieur. Hein. Il était contre-indiqué à la chirurgie, vraiment. Personne ne voulait y aller parce qu'il avait vraiment un risque opératoire majeur. Antibiotiques seuls, chirurgie urgente. On continue les antibiotiques. Ou vous avez une autre idée? Allez à vos tablettes. Allez, c'est la dernière fois. Chirurgie urgente, oui, mais bon, c'est pas facile, hein, ils ne voulaient pas les chirurgiens. Bon, allez, on revient à l'exposé rapidement et on va finir cette observation. Je vais vous donner la solution dans un instant. Je vous rappelle un petit peu un principe de base qui est l'enquête française qui montre que l'incidence des endocardites, en dehors des avis bien sûr, eh bien les endocardites se situent essentiellement à l'âge, le pic de fréquence des endocardites c'est à l'âge de 75 ans. Néanmoins, l'âge moyen des endocardites en France se situait aux alentours de 60 ans sur la dernière enquête française. 60 ans, c'est en général, mais si on regarde la population d'État-vie, l'âge moyen d'État-vie, c'est 75-79 ans, c'est-à-dire il faut penser qu'on va avoir un maximum d'endocardites sur ta vie dans l'avenir. C'est logique, parce qu'on est
plus les sujets sont vieux, plus on a un risque d'avoir des endocardites. Donc attendons-nous, c'est ce que je vous ai laissé entendre hier, attendons-nous à avoir beaucoup d'endocardites sur ta vie dans les années qui vont venir. Pour l'instant, chacun en a un petit peu, mais je pense qu'on bientôt on en aura tous beaucoup. Pour l'instant, il y a très peu de séries. Il y a 7 séries, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a 2-3 grosses séries. La plus grosse qui est celle-ci, donc qui est l'étude multicentrique dans laquelle certains centres français d'ailleurs ont participé. Il y a le papier donc c'est pas celui-ci, un papier il y a 15 jours là qui a été publié que j'ai pas pu rajouter, qui est paru dans Circulation, qui est un très très beau papier sur l'endocardite sur ta vie. Juste quelques remarques globales sur le principe. Pour vous dire que l'incidence, donc elle est basée sur très peu d'études. On attend les prochaines études pour connaître la vraie incidence de cette pathologie. Je passe un petit peu, je voudrais juste, parce qu'on est en retard, insister sur quelques petits points. Un qui me chagrine et qui nous intéresse tous beaucoup. Les spécialistes de l'endocardite sont intéressés par ça, c'est la microbiologie. Dans la plupart des papiers, ce ne sont pas comme dans les autres endocardites des streptocoques, bien sûr, mais même pas que des staphylocoques. Et curieusement, il y a des staphylocoques qui sont les plus fréquents, mais les entérocoques sont les germes les plus fréquemment mis en évidence dans ce type de pathologie. Et c'est à l'air d'être à peu près dans tous les papiers qui ont été publiés sur le sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on cible un peu les entérocoques, peut-être dans la prévention, dans la prophylaxie qu'on va faire chez ces patients. Ça, c'est le timing de ces endocardites qui peut survenir n'importe quand, mais pas que dans les 6 mois qui suivent. C'est essentiellement dans la première année post-implantation, mais ça peut survenir après. Je passe rapidement. On a mis dans les recommandations quelques mots sur le TAVI, mais il faudra penser à en rajouter dans l'avenir, pour dire que la prophylaxie, il faut la faire chez les patients qui ont une prothèse valvulaire, et on a rajouté dans les recommandations, y compris une prothèse transcathéter. Et dans les préventions, les mesures non spécifiques de prévention, je crois que c'est ça le plus important à noter quand on parle d'endocardite sur ta vie, c'est qu'il faut, et je crois que je vous en ai déjà dit un petit mot hier également, je pense que c'est un petit peu flou. L'idée, c'est qu'il faut vraiment, chez ces patients-là, faire le moins de cathéters, laisser le moins longtemps possible les cathéters en place, éviter toutes les procédures invasives pour que les patients aient un risque d'infection la plus faible possible. Je vais passer, pour vous donner finalement la fin de la solution de ce problème. Oui, la réflexion sur les antibiotiques, c'est de dire que c'est ce qui est écrit en bas, en prophylaxie ou en prévention immédiate avant le geste. Je ne sais pas ce que tu fais, Didier, mais la plupart des centres utilisent classiquement des céphalosporines. C'est à discuter parce que les céphalosporines ne marchent pas spécifiquement sur les entérocoques et donc c'est raté. Si c'est vraiment des entérocoques, il faut qu'on réfléchisse peut-être au sein du groupe de la Société française à faire un projet sur ça pour voir quelle est la meilleure prophylaxie à faire si réellement ce sont des entérocoques qui sont le plus fréquents. Le diagnostic, je reviens juste sur le fait que ce que je vous ai dit hier dans les recommandations, on insiste sur l'imagerie multimodalité, l'échographie pour l'imagerie, le PET scan pour le caractère fonctionnel, le scanner pour les lésions périvalvulaires. Les 3 techniques sont toujours utiles en complément les unes des autres. Et ça avait été mis dans les nouvelles recommandations. On en a parlé hier, je n'y insiste pas. Je vais quand même vous donner la solution. Le traitement, là aussi, on se tourne sur les recommandations. Qu'est-ce que je veux vous montrer dans mes recommandations? Eh bien, que les recommandations, c'est fait pour ne pas être suivi aussi, parce qu'en théorie, ce patient, il devrait être opéré, bien sûr. Il a une endocardite sur prothèse, il a une endocardite compliquée, il a une endocardite sur prothèse à staphylocoque. Mais les recommandations, on peut des fois les suivre et puis des fois on ne peut pas les suivre. Et le patient, il a été revu par les anesthésistes et par tout le monde, et tout le monde a refusé l'idée d'une intervention chez ce patient. Alors qu'est-ce qu'on fait chez ce pauvre homme qui a un anévrisme qui menace de se rompre? Eh bien, on a tenté quelque chose qui est un peu extrême et un peu atypique. Je vous le montre plus à titre documentaire. C'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais on a fermé. Nos cathétériseurs ont brillamment fermé le trou par une sonde d'Amplatzer. L'examen a été fait, le patient était en tellement mauvais état qu'on l'a fait sous échographie transthoracique et non pas sous ETO. Et voici l'Amplatzer qui est en train d'être gonflé, qui va être lâché. Alors bien sûr, on n'était pas content de faire ça parce qu'on s'est dit c'est des tissus infectés, etc. Mettre du matériel là-dessus, c'est pas bien, mais en même temps, on n'a pas eu d'autre idée. Et voici le résultat final. Vous voyez que ça ne circule plus là-haut. Et là, ça c'est en transthoracique. Et là aussi en apical. On a si vous regardez bien la pointe du ventricule gauche, elle est complètement thrombosée. Et à distance, ce patient va bien. On est à 1 an maintenant et demi. Et le patient
va bien malgré cet épisode terrible. Donc voilà, le message, c'était pas pour vous montrer ce qu'on a fait à la fin, ça vous pouvez l'oublier. Le message, c'était les endocardites sur ta vie. Je vous en ai déjà dit un mot hier, c'est l'avenir de l'endocardite, je dirais. Il faut commencer à y passer. Je sais que ta vie va se développer également au Maroc très prochainement et qu'il a peut-être déjà commencé. La présentation est souvent trompeuse. Des patients qui sont fragiles, la symptomatologie est souvent trompeuse. Les caractéristiques échographiques sont également trompeuses et bizarres. On a le sentiment, on va bientôt le publier j'espère, que ces valves sont plus sténosantes que fuyantes. Ça végète un peu à l'intérieur, ça fait un peu comme dans les mélodies sur les... oui, c'est le même principe. Et donc on a l'impression que c'est plus sténosant que fuyant. On aura des caractéristiques échographiques, je pense, à vous présenter prochainement. Et comme pour toute endocardite, maintenant j'espère que vous êtes convaincus que ce n'est plus que l'échographie, mais c'est de l'imagerie multimodalité. Je vous remercie de votre attention.